Il a eu à lire, il a eu à faire des recherches sur la thèse du président Joseph Kabila Kabange. Alors, nous allons parler avec lui, c'est Corneille Kaumba. Corneille Kaumba, la thèse de Joseph Kabila Kabange, vous le savez très bien, le président honoraire a défendu sa thèse au niveau d'Afrique du Sud. Il sera de nôtres pour en parler, les différents contours liés à la thèse du président honoraire Joseph Kabila Kabange. Comment développer la province du Lualaba? C'est avec Mardochée Nsele, c'est lui qui sera notre deuxième invité. La naissance de la République démocratique du Congo durant 19 ans. 19 ans et sur le plan économique, sur le plan politique. Voilà un tout petit peu ce qu'a été la thèse du président Joseph Kabila Kabange. Mais il y a un chercheur, un Congolais qui a eu à réfléchir, qui a eu à faire des recherches sur cette thèse. Lui, c'est Corneille Kaumba. Bienvenue, Monsieur Corneille. Merci beaucoup. Vous aviez lu la thèse du président Joseph Kabila Kabange. Qu'est-ce qui vous a d'abord marqué dans sa thèse? Donc, d'abord, pour commencer, je vous remercie pour votre invitation, pour m'avoir invité aujourd'hui. La thèse de l'ancien chef d'État est importante à plusieurs égards. Mais avant de commencer, je voudrais faire des petites remarques introductives pour fixer les choses. D'abord, premièrement, je suis là pour contribuer, autant que faire se peut, à faire connaître ce travail, parce que avec la barrière de la langue, tout à fait insolite. La langue, l'anglais. Exactement. Alors, je me suis rendu compte que beaucoup de gens n'ont pas eu la possibilité de lire par eux-mêmes ce travail-là, qui est important pour l'histoire récente de notre pays. Très important. C'est une contribution à l'histoire politique de notre pays. Et donc, je suis là pour contribuer un tant soit peu à faire connaître ce travail-là, à faire découvrir les grandes thèses qui sont contenues dans ce travail-là. Alors, deuxièmement, je voudrais également lever une confusion, lever l'équivoque qui existe sur la nature de ce travail-là. Alors, beaucoup de gens ont parlé sur les réseaux sociaux d'une thèse de doctorat. En réalité, il ne s'agit pas d'une thèse de doctorat. Il s'agit d'un mémoire de DS, comme on appelle chez nous. Donc, c'est une thèse de master. Master, effectivement. Donc, il faudrait que les gens comprennent, l'ancien chef d'État, il n'est pas docteur en thèse, comme PhD en anglais. Mais, par contre, il a défendu son mémoire de master. Et donc, ce mémoire-là lui donne la possibilité de pouvoir, effectivement, faire une thèse de doctorat un jour. Alors, troisièmement, je pense qu'il faudrait encourager, il faudrait exprimer toute notre sympathie et satisfaction pour ce travail-là de haute facture et dire merci, je pense, au-delà de la binarité de la réflexion qui existe dans notre pays, dire merci à l'ancien chef d'État pour ce travail. Parce que c'est une grande première, c'est une grande première. Vous savez, depuis 60, c'est rare de voir un ancien chef d'État ou un président en place nous donner sa lecture de la politique récente. Et donc, il est très important de lire ces livres parce qu'il s'agit d'une histoire du Congo racontée par un des faiseurs de cette histoire-là. Et donc, c'est important. En dernier lieu, il y a cette barrière de la langue, comme je l'ai dit. Et donc, je pense, ici, je lance un appel au service autour du chef de l'État de pouvoir nous aider à traduire ce mémoire-là. Alors, s'ils ne le peuvent pas, moi, je peux faire ce travail-là, mais il faudrait qu'il y ait la sanction de l'auteur de ce travail-là. Et donc, voilà un peu ce que je voulais dire avant d'entrer dans les vifs du sujet. Voilà, c'est-à-dire que j'ai vu, vous aviez relevé sur le point factuel, sur le point de vue de l'approche méthodologique du travail, et vous aviez mené des études. Je reprends ma question. Qu'est-ce que vous a beaucoup plus marqué dans les travaux? Personnellement, à une échelle personnelle, ce qui m'a marqué moi, c'est en fait cet effort-là, de pouvoir s'inscrire globalement dans ce qu'on peut appeler la Renaissance africaine. La Renaissance africaine, c'est-à-dire le chef de l'État nous appelle, au-delà de tout, à décoloniser notre savoir. Et c'est important de le souligner. Parce que le substrat important de ce travail, c'est la décolonisation du savoir. Parce qu'on a une approche qui n'est pas familière dans ce travail-là. Vous avez une approche scientifique qui se base sur une auto-ethnographie, une autobiographie, qui n'est pas une autobiographie, qui est une démarche scientifique qui permet à l'auteur de pouvoir raconter une histoire, l'histoire vécue, mais selon les critères scientifiques existants. Oui, parce que là, j'ai vu une narrative biographique, donc l'autobiographie,
narrative. Donc c'est une autobiographie de sa vie ou autobiographie de la RDC? Comment vous avez jugé? Alors, c'est l'impression que ça donne, l'impression que cela donne, mais l'ancien président de la République s'en défend. Il ne s'agit pas d'une autobiographie, parce que vous savez, les règles ne sont pas les mêmes. Quand vous écrivez une autobiographie, c'est beaucoup plus libre, le propos il est beaucoup plus libre, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais dans une démarche scientifique où il faut respecter les démarches scientifiques établies. Alors, la gymnastique était fastidieuse pour l'ancien chef d'État, de pouvoir expliquer en même temps une démarche essentiellement. C'est durant 4 ans qu'il a effectué. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça, par exemple, dans les remerciements, il dit que ça n'a pas été facile pour lui non plus. Dans les remerciements. Exact. Oui. De pouvoir convaincre ses directeurs d'accepter une nouvelle approche d'études scientifiques qui se base sur cette approche-là compliquée. Alors, ce qui est intéressant avec cette approche-là, c'est que ça participe dans ce que l'ancien chef d'État appelle la décolonisation du savoir. Et donc, ce sont des méthodes qui ne sont pas canonisées, comme il a dit lui-même d'ailleurs, en France, à Paris ou à Washington, mais c'est des méthodes, des approches scientifiques qui permettent aux Africains de pouvoir mener des recherches et non pas s'inscrire forcément dans le cadre des méthodologies qui priment en sciences. Et donc, c'est ce qui est très intéressant dans ce travail. Oui, mais j'ai vu dans votre conclusion, vous dites que vous faites appel à Joseph Kabila Kabange de poursuivre son œuvre dans un livre autobiographique. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un point relatif à la méthodologie, c'est que si vous regardez le travail, il a en tout 160 pages. 160 pages. 160 pages, en tout et pour tout. Et si vous regardez, l'introduction, c'est à peu près 28 pages. Vous 28 pages. 28 pages, parce que, en fait... 28 pages de la thèse. Oui, de la thèse. Alors, vous avez 160 pages étalées sur 6 chapitres au total, dont le premier et le dernier portent respectivement sur l'introduction et la conclusion. Le deuxième chapitre, qui est le plus important du travail, 57 pages, le troisième 7 pages, le quatrième 10 pages, le cinquième 17 pages et le dernier à peu près 17 pages. Et donc vous voyez, en termes de ventilation de travail, l'introduction a pris beaucoup de place. Pourquoi ça ne vaut pas? Justement parce qu'il a pris beaucoup de temps pour s'expliquer, pour expliquer surtout la scientificité de sa méthodologie. Alors c'est pourquoi moi je l'appelle à pouvoir poursuivre ce travail. Allez-y au niveau de la scientificité, au niveau de ces termes-là, de sa méthodologie, parce que je vous ai vu, je vous ai lu, vous avez parlé par exemple de l'approche méthodologique du travail et aussi du point de vue factuel. Et vous aviez parlé de la méthodologie que le président, l'ancien président, a pu utiliser. Exactement, c'est important. C'est important à plus d'un titre, parce que si vous avez eu la possibilité de lire ce mémoire-là, certainement, ça n'a pas été facile pour l'ancien chef d'État de pouvoir convaincre, surtout les autorités académiques et son directeur, de pouvoir le laisser d'abord choisir le thème sur lequel il devait travailler, ensuite la méthodologie sur laquelle il devait travailler. Le thème qu'il a choisi, c'est la vie qu'il a menée. Exactement. Or, vous savez par exemple que j'imagine que ça posait beaucoup de problèmes parce que quand vous voulez raconter votre histoire, c'est difficile de pouvoir faire cette rupture-là, vous et les faits. Parce qu'en science, en fait, il faudrait donner la possibilité aux faits de pouvoir s'exprimer et non pas ses propres sentiments. C'est comme si c'est son propre témoignage qu'il est en train de relater. Exactement. C'est là où beaucoup de directeurs, beaucoup de personnes qu'il a sollicitées pour diriger ce travail ont eu beaucoup de mal à pouvoir concilier les exigences existantes, déjà, il faut le dire, en science, et la méthode, l'approche méthodologique que l'ancien président voulait adopter. Eh bien, au fond, c'était un travail qui a été bien rédigé globalement, un style limpide, très clair, tout autant ventilé. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit cette méthodologie-là trompe beaucoup de gens qui n'ont pas pu lire le travail. Mais il ne s'agit pas d'une autobiographie stricto sensu, mais il s'agit d'une approche scientifique nouvelle, qui existe déjà d'ailleurs, qui a été expérimentée par les auteurs qui travaillent sur la recherche de peuples indigènes. Ils ont expérimenté ce genre de travail et ils ont ressorti ce côté-là auto-ethnographique. En fait, l'ethnographie, c'est l'étude de peuples, de sociétés et tout ça. Et donc, Joseph Kabila s'inscrit lui-même dans ce peuple-là qui s'appelle le peuple congolais, mais en parlant de lui, c'est-à-dire une autobiographie et une approche auto-ethnographique. Voilà. Et tout à l'heure, vous dites que cette méthodologie trompe beaucoup de gens.
Comment ça peut tromper beaucoup de gens? Bon, parce que l'impression que ça donne à beaucoup de gens, c'est que Joseph Kabila a parlé de lui dans un travail scientifique. Alors, comment... Il n'a pas parlé de lui. Enfin, il a parlé un peu de lui, mais ce sont des faits. Mais comment concilier le fait que, vous voyez, en science, il y a ce qu'on appelle la rupture épistémologique. Okay. C'est-à-dire prendre du recul par rapport à sa propre personne et laisser les faits parler à sa place et non pas ses propres sentiments. Et donc, beaucoup de gens ont l'impression, ceux d'ailleurs qui n'ont pas lu le travail, je le souligne, ont l'impression qu'en réalité, ce travail-là ne serait pas scientifique, entre guillemets, parce qu'en fait, il s'agit d'une personne qui raconte une histoire, sa vie et tout ça. Mais il n'en est pas question. C'est une méthode qui existe et déjà expérimentée en science, mais qui demande beaucoup de gymnastique. Vous voyez, je vous ai dit que l'introduction, c'est 28 pages. Et le président de la République, c'est une démarche vraiment difficile. Ça a été difficile pour lui, j'imagine. Il a pris beaucoup de temps pour s'expliquer, pour expliquer la scientificité de la méthodologie. D'ailleurs, il s'en défend, je pense à la page 19. Il dit, c'est une approche autobiographique, mais qui n'est pas une autobiographie. Et donc, c'est compliqué. Et je pense qu'il faut découvrir le travail et apprécier justement cette gymnastique-là, intellectuelle, que le président de la République a fait, qui est tout à fait intéressante à plus d'un titre, pour découvrir quelque chose de nouveau, et surtout qui est enveloppé dans ce qu'il appelle, encore une fois, c'est important pour lui, décolonisation du savoir. Voilà, la décolonisation du savoir. Donc, pour lui, il veut que le savoir, ça soit pour tout Congolais ou pour tout Africain. Bien, la décolonisation du savoir, c'est-à-dire que prendre du recul, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, la science n'a pas commencé en RDC. La science que nous étudions aujourd'hui a commencé quelque part, en Occident. Alors, les méthodologies qui priment en science, ce sont celles-là. Et même nos universités, elles sont conçues sur le modèle occidental. Et donc, vous voyez, par exemple, nous avons encore ce programme colonial, ancien, qui a déjà, d'ailleurs, été abandonné par ceux-là même qui nous l'ont apporté. Et donc, pour l'ancien chef de l'État, il faut ouvrir son esprit. D'ailleurs, il parle de l'allégorie de la caverne. Alors, si vous êtes familier un peu un peu de philosophie, l'allégorie de la caverne, c'est-à-dire, c'est le mythe de Platon. Vous avez des gens qui sont dans la cave et qui perçoivent la lumière au travers des entrebâillements de murs et ils pensent que c'est peut-être un dieu et tout ça, mais quand quelqu'un sort de cet environnement et découvre qu'il s'agit du soleil, les gens ont du mal à le croire. Et d'ailleurs, j'ai fait allusion à la révolution copernicienne. Et les chefs de l'État, ils parlent de cette allégorie de la caverne, peut-être déjà pour anticiper l'entêtement de ses contemporains à pouvoir accepter quelque chose qui leur apporte, avec allégresse d'ailleurs. On sent que Joseph Kabila, lorsqu'il a été président, c'était beaucoup plus, il voulait donner beaucoup plus de la valeur à l'Afrique. Est-ce que dans ce travail, vous avez trouvé aussi l'afrocentrisme du président Joseph Kabila Kabange? Oui, il en parle. Il en parle notamment au chapitre 5, qui est exclusivement consacré aux relations diplomatiques. D'ailleurs, aux relations diplomatiques de la RDC, pendant son mandat. Et d'ailleurs, il contredit toutes les critiques tendant à faire croire que l'ancien président avait négligé l'Union africaine à l'époque, parce que vous vous rappelez, pendant le gouvernement 1+4, ou même avant, pendant la transition, il y a eu beaucoup de problèmes. Et le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, a été accusé de ne pouvoir pas suffisamment utiliser la première institution africaine, mais il dit que ce n'était pas vrai. Alors, il prend en estime les relations extérieures de la RDC, notamment avec d'autres pays, mais surtout avec d'autres organisations internationales, dont l'Union africaine. Et donc, il y a tout un chapitre dans ce travail consacré aux relations extérieures. Et donc, ce n'est pas vrai que l'ancien chef d'État n'a pas valorisé les relations extérieures, l'Union africaine, les relations bilatérales. Alors, il s'en défend, lui-même, d'ailleurs, dans ce travail, il s'en défend. Il dit que ce n'est pas vrai. Et donc, il a un tant soit peu... Parce que j'ai vu, vous avez parlé de contre-vérité. Ça fait partie de toutes les contre-vérités que vous avez relevées. Bon, en fait, il faut dire qu'il s'agit, pour moi, d'un
je dirais, d'un court manque de lucidité dans la rédaction d'un travail scientifique. Vous savez, quand vous rédigez un travail de 160 pages, il y a toujours de petites erreurs qui se glissent involontairement de l'auteur. Donc, il s'agit donc, je pense qu'il faut préciser, il s'agit ici du pouvoir du chef de l'État d'abord, à pouvoir nommer et révoquer le Premier ministre. Et donc, je dis tout simplement qu'en droit congolais, le parallélisme ne joue pas en ce qui concerne le Premier ministre. C'est vrai que la Constitution donne au chef de l'État le pouvoir de nommer le Premier ministre, mais elle ne semble pas lui en donner le pouvoir de le révoquer. Et donc, c'est une exception par rapport à d'autres ministres du gouvernement. Le chef de l'État, il peut révoquer librement un ministre, mais et non pas un Premier ministre. Et donc, c'est ce que dit la Constitution. Par contre, le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, il a peut-être, je comprends, j'ai dit ça, c'est un moment de manque de lucidité, je pense, une erreur. Mais il a semblé dire, d'ailleurs j'ai repris la phrase, que le président de la République a le pouvoir de nommer et de révoquer. Et donc, je l'appelle tout simplement, lorsqu'il sera question de rédiger, de rédiger son livre autobiographique, de pouvoir tenir compte de ces faits-là, et qui doit être repris tel que le dit la Constitution. Et donc, en deuxième lieu, il s'agit donc de la majorité. L'ancien chef de l'État dit que tous ces premiers ministres sont venus de la majorité parlementaire. Et donc, à l'époque, il y a eu des débats, je ne sais pas si vous vous rappelez, la différence entre majorité parlementaire et majorité présidentielle. Je considère pour ma part que c'est un débat fantaisiste qui ne devait pas avoir lieu, parce que je pense aujourd'hui que ceux qui défendaient la coïncidence entre les deux termes, aujourd'hui, avec les reculs du temps, devraient réfléchir deux fois. Je pense que la Constitution est claire. Lorsque l'article 78 parle de la majorité parlementaire, c'est clair. Il ne s'agit pas du chef de la majorité, du chef du parti majoritaire, de la coalition majoritaire. Il s'agit donc de nommer un Premier ministre au sein de cette majorité seulement, ce qui évite une cohabitation automatique. D'ailleurs, vous vous rappelez, pendant le mandat de l'actuel chef de l'État, beaucoup de gens fantasmaient sur cette possibilité-là, de pouvoir un peu bloquer le chef de l'État. Mais la Constitution, par contre, donne un large pouvoir au président de la République de pouvoir se constituer une majorité autour de son action et de mener à bien son programme de gouvernement. Donc, ce sont des erreurs dues à un court manque de lucidité qu'il faudrait en tenir compte au moment de la rédaction de son livre autobiographique. Voilà, de ces livres autobiographiques, parce que il y a la paix qui est là. Vous aviez eu à scruter les efforts qu'il a eu à fournir pour rétablir la paix, surtout dans l'Est de la RDC. Exactement. Et je pense que la réunification du pays est un des plus grands résultats de l'ancien chef de l'État. Il faut le dire. Mais c'est un peu, si vous regardez de façon globale, pour être tout à fait honnête avec vous, si vous regardez de façon globale, le pays n'a pas beaucoup avancé. Mais il y a eu des résultats dans tel et tel autre domaine. Par exemple, la réunification du pays, c'est un vrai résultat. Aujourd'hui, je pense c'est un des symboles du long règne de l'ancien président. La réunification du pays nous a laissé un pays réunifié pendant que la balkanisation était encore plus forte, et aujourd'hui elle est encore. Vous suivez toute l'actualité qu'il y a dans le pays. Et donc, du point de vue global, je pense que, on peut discuter, mais si on prend de faits précis, je pense qu'il y a eu certains succès. Voilà, certains succès. Le chef de l'État, Joseph Kabila, c'est lui d'ailleurs qui était à la base de la gratuité de l'enseignement. L'enseignement qui a été consacré d'ailleurs en 2010, 2011, mais qui a eu un peu des petits problèmes d'application. Est-ce que dans ce livre, il a eu abordé cet aspect des choses? Non, je n'en ai pas vu. En fait, pas particulièrement. Mais en fait, le travail, c'est tout ce qu'il a fait. Il a parlé de l'aspect socio-économique, et donc il a relevé un point relatif à la gratuité de l'enseignement, mais il ne s'est pas étendu sur cette gratuité de l'enseignement. C'est comme je dis, parfois on a l'impression qu'il s'agit d'un récit dystopique, alors que tous les faits traités dans ces mémoires sont vrais.
Et donc, il n'en a pas parlé outre mesure, hein, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est l'actualité de maintenant. Mais le chef de l'État, en rédigeant ce mémoire, n'a pas certainement eu l'idée de pouvoir relayer le débat qui allait avoir lieu plusieurs mois après. Et donc, il n'en a pas parlé, il n'en a pas fait un cas particulier, mais seulement, je relève que dans ce travail, il donne beaucoup plus d'importance sur la première période, hein, de 2001 à 2006, surtout de 2006 à 2011, avec les deux législatures. Donc, il en parle en long et en large. Vous voyez, c'est le deuxième chapitre qui a 57 pages. Donc, il explique tout ce qu'il a eu à faire, les moments difficiles qu'il a rencontrés pendant les négociations à Sun City, le dialogue intercongolais, la Constitution de la transition de 2004, les grandes options jusqu'à l'adoption de la Constitution actuelle. Et donc, c'est un livre de sciences politiques pour moi. C'est un livre d'histoire politique du pays qui intéresse beaucoup de Congolais. Et je pense, de mon point de vue, que beaucoup de chercheurs et d'étudiants attendent la traduction de ce travail pour Sanakapa. Aujourd'hui, par exemple, vous ne pouvez pas travailler sur le Congo sans citer Joseph Kabila. C'est un fait. Hein, c'est un fait. Quoi que l'on dise, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire un travail scientifique sans, en tout cas sur le Congo, sans citer Joseph Kabila. Parce que, et à chaque fois, même dans ses interviews, il a dit ce qu'il n'a pas su faire, c'est de pouvoir changer l'homme congolais. Est-ce que vous l'avez aussi senti dans ses écrits quand il rédigeait sa thèse? Bon, un peu, parce que le substrat, je veux dire le dénominateur commun, c'est pour lui, pour l'ancien chef de l'État, de redonner aux Congolais sa dignité. Il en parle, il dit que toute son action, c'était d'abord, d'une part, de pouvoir ramener le pays sur le rail, mais ensuite, les Congolais avec. Parce que, bon, quand vous avez un pays développé, vous avez cet amour du pays qui grandit en vous, hein, et le contraire est autant vrai. Quand vous avez un pays qui n'est pas développé, cet amour vacille. Et donc, il en parle de façon générale, pour dire qu'il a voulu redonner cette dignité-là perdue, hein, cet amour propre perdu de Congolais. Alors, il a contribué, hein, de toute façon, il ne pouvait pas tout faire. Il a contribué à sa manière à pouvoir redonner cette dignité aux Congolais. Bon, on peut discuter, hein, chacun a sa petite idée, mais en tout cas, pour l'ancien chef de l'État, c'était important de pouvoir changer l'homme congolais. Non, ça c'était un discours prononcé. Mais dans un travail scientifique, il n'a pas dit de cette manière-là, mais il l'a enveloppé dans le grand thème de la dignité du Congolais, retrouver donc cette valeur-là perdue. Voilà, la valeur perdue, mais le président Joseph Kabila Kabange l'a rédigé en anglais. Vous avez dit ça comme une barrière. Exact. Une barrière de la langue. Qu'est-ce que vous êtes en train de suggérer pour ces prochaines publications? Exact. Alors, comme je l'ai dit en introduction, je suggère que lorsque, par exemple, le chef de l'État écrira son livre autobiographique, je souhaite, hein, c'est un souhait à l'échelle individuelle, que cela soit fait en français, mais à défaut, ces services peuvent s'activer pour traduire d'abord ce mémoire, parce qu'il est important, tout autant important, ce mémoire. Et donc, à défaut, moi-même, je peux traduire ce travail-là. Mais vous savez, quand vous traduisez un auteur qui est vivant, vous avez besoin de sa sanction. C'est-à-dire, vous avez besoin que l'auteur sanctionne le travail que vous faites. Vous comprenez? Et donc, la sanction, dans la traduction, elle s'est traduite par la rédaction d'une courte préface ou d'une courte note pour dire je suis satisfait du travail de traduction. Alors si moi je me mettais à traduire un travail que Joseph Kabila ne sanctionnera pas, alors il ne servira à rien. Et donc moi, j'invite d'abord le chef de l'État à poursuivre ce travail dans le cadre d'un livre autobiographique, mais en plus de cela, je souhaite que cela soit en français, mais à défaut, que cela soit traduit en français, pour que des milliers de... Parce que vous savez, à l'université, il y a beaucoup de gens qui attendent ça. Les gens ne peuvent pas rédiger leurs travaux sur base d'une simple note de lecture. Les gens ont besoin d'accéder à la source, à la première source, hein, ce qu'on appelle en science la première source. Et donc, ce mémoire est la première source. À défaut, on peut avoir une source secondaire qui est la traduction. Et donc, voilà un peu, les gens, les chercheurs, les étudiants attendent
la traduction de ce mémoire qui sera bénéfique pour beaucoup de gens, hein, beaucoup de Congolais qui vont donc le lire et l'exploiter, au besoin en critiquer la méthodologie pour certains, consolider le résultat trouvé par l'ancien chef de l'État. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Corneille Kaoumba, vous êtes chercheur et pour toutes ces recherches que vous aviez menées, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, surtout pendant ce temps, et faire toute cette recherche. Et merci, parce que j'ai lu les notes de vos recherches. Coup de chapeau. Merci beaucoup. Alors, une dernière chose, je voudrais recommander la lecture de ces mémoires qui va, comme je l'ai dit, contribuer à faire connaître le travail, mais surtout peut-être à apaiser les tensions des gens qui voudraient lire l'anglais, mais ils sont peut-être limités dans ce sens-là. Je ne sais pas si je peux le dire, ce texte a été publié, je pense la semaine dernière, sur politico.cd, donc les gens peuvent visiter le site et le lire le texte. Et moi je suis ouvert pour un débat, pour une discussion scientifique surtout, scientifique. Je suis donc disponible. Je vous remercie pour votre invitation. Voilà, merci. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Corneille. Tout de suite, on va parler du Lualaba. Comment cette province compte se développer. C'est tout de suite.